Et je crois fondamental que la sécurité est liée au développement et aux perspectives d'avenir qu'ont les gens par rapport à la marge de la société, leur participation à la société. Donc ça commence à l'école, ça continue avec l'emploi et la situation sociale des gens. Et je pense qu'on a parlé beaucoup de technologie pour avoir une réponse sécuritaire, tout en disant qu'il fallait aussi qu'il fallait que la sécurité marche sur les deux pieds, prévention, répression. Je pense que cette prévention, on a souvent tendance à l'oublier, à la considérer comme pas importante et insignifiante et inefficace. Or, je crois que la prévention, c'est une lutte quotidienne, permanente entre tous les acteurs de la société. Elle doit fonctionner avec la confiance que les gens ont dans leur action, dans leur activité, le sens de leur vie et leur avenir. Et alors la confiance aussi avec les forces de l'ordre qui sont donc là qui ont l'autorité et la compétence pour assurer la sécurité. Je pense qu'il y a la police actuellement est surutilisée et à bout. Il y a les événements qu'on a vus à Magnanville. Je pense que la police mérite le respect pour son action, mais à l'inverse aussi, il y a des situations de non-confiance en la police par les abus qu'elle peut commettre et qu'elle ne reconnaît pas en général. Je pense que la confiance doit s'instaurer entre la société et les professionnels de la sécurité. La sécurité est le fait de tous, mais avec des compétences différentes et doivent fonctionner ensemble. Voilà. Je suis cadre territorial en fait et je suis venue justement parce que le sujet m'intéresse déjà à titre personnel, parce que je fais partie, comme vous tous, je fais partie de la vie. Et la deuxième chose parce que j'ai à traiter les sujets de sécurité dans le cadre de mon travail. Et du coup, en fait, je voulais rebondir un peu sur votre intervention. À la fin, vous disiez que pour traiter les questions de sécurité, c'est important d'avoir une cohérence et un équilibre aussi entre la prévention et la répression. Et en fait, je trouvais que c'était assez paradoxal avec votre amorce de propos où vous questionnez un peu, alors je ne l'ai pas lu, je l'ai lu le tract, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, la mise en lien du chômage et de la sécurité. Vous parliez de lucidité. Et moi, je pense que la lucidité, c'est aussi de pouvoir appréhender les choses de manière globale. Et même si le chômage n'est pas une conséquence directe, enfin, je ne sais pas, de l'insécurité, je pense que ça en fait partie. Et que quand les gens trouvent leur place dans la société, ça leur permet aussi de ne pas faire des choses qui peuvent être répréhensibles, à moins d'être complètement fada ou d'avoir un problème psychologique, mais c'est du cadre de la pathologie ou de la psychiatrie. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui crament des bagnoles. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça demande vraiment une réflexion globale et pas juste éparpillée. Et sur la question de la nouvelle technologie, je pense que tout le monde ici vit au XXIe siècle et n'est pas dans un rapport idéologique ou doctrinaire aux choses. Mais c'est des solutions qui coûtent extrêmement cher et je pense que ça coûte, quand même, ça coûte assez cher et je pense que ça demande une évaluation quantifiable, qualifiable, parce que derrière c'est aussi des deniers publics et on en a énormément besoin en ce moment. Voilà. Et lorsque, il y a quelques années, on parlait d'insécurité zéro ou de risque zéro en matière de terrorisme, puisque c'est l'actualité, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Par contre, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour faire en sorte de réduire les problèmes de sécurité, pour faire en sorte d'approcher le risque zéro en matière de terrorisme. Et les moyens des uns et des autres ont été mis en œuvre. Moi, je ne suis pas là pour juger et pour mettre en cause la politique de sécurité de Nanterre. Je ne la connais pas et je ne veux pas la juger. Moi, je suis là pour parler de mon expérience, du rôle qui est le mien. Mais j'entends ce qui est dit. Et il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est que je pense qu'il ne faut pas, les uns et les autres, là aussi, quelles que soient nos sensibilités politiques,
et en tout cas nos responsabilités, minimiser la douleur ou la souffrance des uns et des autres. Il ne faut ni la minimiser, ni pour certains l'instrumentaliser. Et je pense que ce qui se passe à Pablo Picasso, c'est, j'allais dire, de notoriété publique. Il suffit effectivement de lire régulièrement le Parisien. La responsabilité, elle est collective. Elle est collective. Elle est d'abord les problèmes de sécurité. Ce n'est pas le problème du maire, du chef du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, quelle couleur politique qu'elle soit. Elle est. Attendez, laissez-moi terminer. Je ne vous ai absolument pas interrompu. Je vous ai écouté avec attention. Et je même, sur certains, je suis en train de même dire qu'il ne faut pas minimiser ce que vous dites et entendre ce que vous dites. Mais d'abord, replaçons les choses dans le contexte. Et ça me permettra de répondre à une question de Madame la cadre territoriale. Le problème de la... je n'ai pas retenu votre nom, je suis désolé. Le problème de la sécurité, le premier responsable, c'est le délinquant. C'est le délinquant. C'est le délinquant, mais j'y reviendrai. C'est le délinquant. C'est le délinquant. Et après, je le disais, la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée par les habitants, pour beaucoup qui ferment les yeux par tranquillité, par peur, pour toutes les bonnes pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons. Mais il y a souvent, pour acheter la paix sociale, on ne va pas emmerder, par crainte, quand on traverse le hall d'immeuble et que c'est occupé, on ne va pas aller à l'affrontement verbal, tout du moins. Donc il y a cette responsabilité collective. Et ce n'est pas évident, et je ne fais pas de reproche, ce n'est pas évident dans un quartier de pouvoir se réunir. Et d'où l'importance, effectivement, là je vous rejoins, de pouvoir soutenir le tissu associatif et la prévention. Les responsables de quartier ont un rôle majeur. Le problème de ces 20 dernières années, c'est que ce tissu associatif, partout en France, a été démantelé, n'a pas été suffisamment soutenu. Et puis surtout, on a de moins en moins de gens qui ont cette vocation à s'enraciner dans les quartiers. Ce qui existait avant, notamment dans les années 70, 80, avec le Parti communiste, qui était extrêmement bien installé dans un certain nombre de villes et qui jouait un rôle social, avec les questions, les organismes catholiques notamment aussi, qui étaient bien implantés. Tous ces dispositifs associatifs ont été à la fois démantelés par manque de moyens, découragés également par l'ampleur de la tâche. Et puis, on est aussi, depuis pas mal de décennies maintenant, de plus en plus dans une société individualiste où on n'a pas forcément envie de pouvoir être dans l'autre. Et puis, donc, il y a aussi, je vous l'ai dit, le rôle des collectivités locales, le rôle du ministère de l'Intérieur. Moi, ça me fait toujours sourire dans les municipalités, les affrontements sur les questions de sécurité, entre une municipalité et son opposition. On a une municipalité de gauche, quand il y a un gouvernement de gauche qui se réjouit de la baisse de l'insécurité quand c'est le gouvernement de gauche, mais quand ça baisse, et quand l'insécurité augmente, elle accuse la municipalité de droite, et réciproquement. Donc il y a ce jeu de dupes, et je pense que sur les questions de sécurité, non pas qu'il faut dépassionner ou dépolitiser le débat, on a des solutions de gauche, on a des solutions de droite, mais je pense qu'il faut arrêter, pour les telles raisons, d'en faire une affaire politicienne, parce que les gens ne le supportent pas. Ne supportent pas la petite phrase politicienne, la petite surenchère ou les mesures démagogiques en la matière. Et il faut, là aussi, essayer non pas d'être totalement tout le temps dans le consensus, mais en tout cas d'essayer d'avoir des solutions qui soient travaillées ensemble et dans la mesure du possible, qui est effectivement ce consensus comme on a pu le connaître par le passé. Sur la question, pour vous répondre sur l'insécurité, c'est le chômage, pour préciser ma pensée. Je l'ai dit, oui, d'une certaine manière, évidemment qu'il faut résoudre les problèmes économiques, les problèmes sociaux dans les quartiers. On voit bien que c'est là où s'accumulent les difficultés socio-économiques qu'il y a le plus de problèmes de délinquance. Entièrement d'accord. Mais ce que je ne supporte pas, et là je réutiliserai le terme qu'Alain a évoqué tout à l'heure, mais dans un autre sens, la question victimaire. Je ne supporte plus l'aspect victimaire des choses. Moi, je suis désolé. On peut être en difficulté, et heureusement, en difficulté sociale, être au chômage, galérer comme pas possible, et ne pas tomber dans la délinquance. Moi, je ne supporte plus, mais peut-être que c'est difficile à entendre à gauche, je ne supporte plus la politique de l'excuse. Voilà.
Je ne supporte plus la politique de l'excuse. Parce qu'on va aller loin là-dedans. On va aller loin. On excuserait le sac arraché à une vieille dame parce que la personne rencontre des difficultés, parce que, bref, peu importe sa situation. Et dans ces cas-là, si on continue à aller plus loin et si on pousse la logique, dans ces cas-là, on théorise tous ceux qui partent en Syrie et en Irak. Parce que attendez, moi je ne suis pas au gouvernement personnellement, mais et par ailleurs... S'il vous plaît. Donc, si je peux terminer, parce qu'il y a eu un certain nombre de questions, et encore une fois, je vous ai écouté très, très largement. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, on pousse la logique assez loin. Et donc, je ne supporte plus ce côté victimaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider sur les questions socio-économiques. Encore une fois, mon expérience en tant que maire montre que j'ai mis le paquet en matière de prévention. Mais ça ne peut pas être l'excuse. On ne peut pas excuser. Et je reviendrai sur la question de l'application des peines, sur l'inflation législative. Vous avez raison, les lois, elles existent. Les lois, elles existent. Elles méritent de pouvoir évoluer. Vous faisiez référence à la question des quads, des mini-motos, tout ce qui bordélise quand il commence à faire beau et qui, en soi, est juste pourrit la vie au quotidien et ne permet de plus à laisser les fenêtres ouvertes, et puis pour des problèmes de sécurité également. C'est quelque chose auquel moi j'ai été confronté en tant que maire. Très largement. J'ai pris un arrêté municipal, le simple pouvoir que j'avais en tant que maire, j'ai pris un arrêté municipal qui a interdit les quads. On a réussi, alors c'est pas toujours évident, on a réussi avec l'aide de la police nationale et la police municipale à empêcher, pendant les périodes estivales, empêcher la circulation de quads et de mini-motos, justement pour les raisons que vous avez évoquées. Donc, il y a des choses qui existent à l'initiative. Il faudra lui demander. Mais attendez, si je peux me permettre. Et là, pour vous donner un autre exemple, cet après-midi même, à l'Assemblée nationale, a été adoptée une proposition de loi du groupe socialiste sur justement l'utilisation des quads et des mini-motos pour justement éviter ce qui pourrit la vie d'un quartier. Et ce que je disais, c'est qu'on vit les quads et les mini-motos il y a 10 ans, 15 ans, ça n'existait pas, ou en tout cas, ça n'était pas utilisé de la même manière dans nos quartiers avec tout cela. Et là-dessus, c'est à partir des remontées des élus locaux, de la population d'abord qui le vit au quotidien, et des élus locaux qui font remonter et qui font évoluer la loi. Là, on n'est pas dans l'inflation législative, on fait évoluer la loi en la matière. Mais la question de l'application des peines, elle est, pour moi, un vrai sujet. Un vrai sujet parce que moi-même, il y a deux sujets. Il y a la peine et il y a l'information. En tant que citoyen et en tant qu'ancien maire, en tant qu'élu politique, j'ai été confronté au sentiment, effectivement, d'un certain nombre de concitoyens qui est de dire c'est pas possible, quoi. C'est de notoriété publique qu'il y a un trafic de drogue en bas de cet immeuble. C'est de notoriété publique que cet individu fait du trafic. Il n'est jamais inquiété. Pourquoi il n'est pas informé? Quand il y a un coup de filet, effectivement, ils sont chopés, ils sont relâchés, etc. Effectivement, il y a une première difficulté qui est l'information des élus locaux. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les élus ne sont pas suffisamment informés sur... je peux vous le dire, ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se passe, non pas dans leur ville, parce qu'ils le savent, et les maires sont les premiers, sont en première ligne pour savoir ce qui se passe, mais sur le traitement judiciaire. Il doit y avoir, de manière systématique ou quasi systématique, une information du procureur de la République sur le traitement judiciaire de tel ou tel délinquant. Ça se fait un peu depuis quelques années avec ce qui a été fait à Nanterre notamment, et notamment je crois sur Pablo Picasso, mais également ça a été également à Asnières, Gennevilliers et dans d'autres villes, ce qu'on appelle le GLTD, le groupement local du traitement de la délinquance, qui est présidé par le procureur de la République ou de manière trop irrégulière, le procureur de la République réunit quelques personnes, le commissaire, le maire, quelques services publics pour traiter tel ou tel individu. Mais on doit, là aussi, ça c'est vraiment non pas une évolution législative, mais une évolution
dans la mentalité, mieux travailler entre la justice et les élus locaux. Et sur la question de la peine, il y a la question de la peine et puis il y a la question de l'environnement. Moi, par exemple, on est dans une situation où il faut, là aussi, il faut être lucide. Malheureusement, aujourd'hui, nos prisons en France sont, c'est un euphémisme, loin d'être satisfaisantes. Moi, quand je suis devenu maire, ouais, c'est un euphémisme, mais quand je suis devenu maire, j'ai trouvé une formule. Jusqu'à présent, c'était le rituel du passage de l'adolescence à l'adulte. Il y a 15 ans, 20 ans, c'était le service militaire et le bac. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, c'est avoir fait une garde à vue ou aller en prison. Et quand on revient de prison dans un certain nombre de quartiers, la garde à vue pour les plus jeunes, on est un caïd, on est fort. C'est un côté insupportable. Et aujourd'hui, malheureusement, la prison n'est pas... c'est un lieu de privation et de protection de nos concitoyens, mais ce n'est pas un lieu, non pas de réinsertion, mais où on prépare la sortie de prison. Et malheureusement, voilà, il y a une vraie difficulté en la matière. Et il y a surtout, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail de manière dépassionnée qui doit être établi sur l'application des peines pour que juste on revoie la question de l'échelle des peines, qu'on revoie la compréhension des peines avec un principe sur lequel il faut évidemment tenir, c'est l'individualisation des peines. On ne traite pas de la même manière tel ou tel individu en fonction du délit ou du crime qu'il a commis. C'est évidemment important là aussi pour pouvoir garder les choses dans le contexte. J'ai été trop long, je pourrais revenir sur d'autres sujets pour la suite. Sur sentiment d'insécurité, c'était la question posée. Mais j'ai bien dit en préalable que c'est bien de parler du sentiment d'insécurité, mais il faut parler de l'insécurité réelle, et j'ai même ajouté de la délinquance. Parce que la délinquance, ça a au moins un mérite, c'est de pointer une infraction à la loi, ce qui est quand même fondamental. Par ailleurs, je ne la connais pas, moi j'habite à Clichy, j'habite pas à Marne-la-Coquette, et je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, et j'ai fait toute ma carrière à Saint-Denis, qui n'est pas un lieu très simple et très évident. Pardon ? Non. Ce que je dis, les choses ont différé. La délinquance a évolué. Mais, et là où je diverge fondamentalement avec vous, et parce que c'est la réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une explosion de la délinquance. Ça n'est pas vrai. Toutes les études qui sont menées montrent que ça n'est pas vrai. Il y a une évolution, il y a des choses différentes. Il y a par exemple certainement plus d'agressions de personnes pour leur piquer leur téléphone portable, etc. et moins de vols d'autoradio dans les voitures parce que la technique a progressé et c'est beaucoup plus dur de voler. Voilà. Mais c'est une évolution. Mais quand je revenais à l'histoire, je vous ai dit, si on parle de la réalité des choses, il y a 4 siècles, les crimes de sang, c'était 100 fois plus. Mais non, mais ça fait partie de la réalité. Et à un moment donné, on se doit de réfléchir. Et moi, je ne veux pas être traité ni d'angélique, parce que je dis ce genre de choses, ou ni de naïf, ou je ne sais quoi, ou de laxiste. Ça n'est pas vrai. Mais à un moment, il faut parler de la réalité. Parce que si on ne parle pas de la réalité, eh bien, on part dans de la démagogie, et on part dans du populisme, et des solutions. Et on y reviendra tout à l'heure. Parce que moi je vous parlerai effectivement de la police municipale et de la vidéosurveillance, qui ne sont pas des solutions. Donc, là où par exemple, ce que vient de dire Sébastien, non, expliquer les choses, ce n'est pas excuser, c'est très différent. On explique des choses, on essaye de comprendre des choses pour mener des politiques publiques. Moi je suis désolé, mais quand il y a un fait divers, un peu crade, etc., difficile. Les réactions politiques, ce sont toujours les mêmes. C'est toujours de dire il faut que la justice mette une sanction exemplaire. Et deux, si on est parlementaire, on va dire on va faire une loi pour augmenter les sanctions. Ça a changé quoi ? Quand vous me dites, par exemple, il n'y a pas de sanctions, mais si, je vous emmènerai au tribunal de Bobigny, vous assisterez à des jugements, vous verrez effectivement que les peines sont des fois très lourdes. Et ce que je veux dire, c'est que
pour faire baisser la délinquance, il y a 3 axes. On a parlé de 2 axes, mais en fait, il y en a 3. Le premier, c'est effectivement tout ce qui a trait à la prévention, aux soins, à l'éducation, à l'aide à la personne, hein, pour éviter effectivement soit qu'elle tombe dans la délinquance, ou soit, effectivement, si elle a déjà commis des actes de délinquance, qu'elle continue et qu'elle puisse établir des projets positifs pour elle. Le deuxième axe, c'est la répression. Et on ne peut pas nier, avec l'enfermement, l'éloignement, qu'il soit plus sur le quartier, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'effectivement, depuis 10 ans, depuis 15 ans, la répression a pris énormément plus d'importance que la prévention aujourd'hui. Et ça fait partie de la réalité. Aux États-Unis, où c'est un système judiciaire qui est très répressif, il y a actuellement à peu près 2,5 millions de prisonniers dans les prisons. Rapporté à la population française, c'est comme si on avait 400 000 personnes en prison aujourd'hui. Le nombre de prisonniers aujourd'hui, 70 000 à peu près. Voilà. Donc, est-ce qu'on est plus en sécurité aux États-Unis? La réponse est non. Donc, à un moment, il faut bien se poser les questions. Et le troisième axe pour faire baisser la délinquance, mais ça ne va pas répondre aux souffrances que vous évoquez, aux difficultés, là, immédiates. Mais c'est de traiter des causes. Pourquoi y a-t-il un certain nombre de personnes, de jeunes, qui sont en difficulté et qui passent dans la délinquance? Pourquoi cette société ne prévoit pas que tout le monde puisse avoir une place utile dans la société? Mais non, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Et aux États-Unis, je vais vous donner l'exemple des États-Unis, ce qui s'est passé avec les années Reagan. Hein, il y a eu le libéralisme absolu qui s'est déroulé avec Reagan. On a dit, il y en a assez de ces gens qui ne travaillent pas, à qui on donne des aides sociales. Ce sont des assistés. Et il faut effectivement leur couper les vivres pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Il y a des discours en France qui ne sont pas loin. Moi, quand j'entends Wauquiez, j'entends à peu près la même chose. Et le résultat, ça a été quoi? Eh bien, ça a été une augmentation importante des délits liés au fait que les gens, il fallait bien qu'ils se débrouillent simplement pour manger, etc. Et il y en avait un certain nombre qui passaient dans la délinquance. Et le même pouvoir qui disait il y a trop de règles, il y a trop de lois, il faut déréguler au niveau économique, au niveau social, etc. Les mêmes disaient mais non, il faut qu'il y ait des lois beaucoup plus fortes, il faut qu'on soit beaucoup plus répressif, et on a emprisonné beaucoup plus de personnes. Le résultat, c'est que ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut se poser toutes ces questions. Comme je dis, la prévention, le soin, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de soins parce qu'ils sont limites de la psychiatrie. Et la répression, ça a tout à fait son utilité. Et puis aussi, changer les causes, faire en sorte qu'il y ait le moins possible de personnes exclues dans cette société, que tout le monde puisse effectivement trouver une place. Un psy dirait c'est une question d'estime de soi, de narcissisme, c'est-à-dire se sentir utile à la société. Or, il y a plein de jeunes qui ne se sentent pas utiles à la société parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Mais si, bien sûr, ils aspirent que ces choses-là. Vous savez, quand Sarkozy disait le jeune, quand Sarkozy disait le jeune qui choisit d'être délinquant, mais ça n'existe pas dans la vie. Il n'y a pas de jeune qui dit un matin, plutôt que d'aller au collège, ça m'embête, etc. Non, je vais choisir d'être délinquant. Ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît, on va le laisser terminer, Monsieur Fournier, parce qu'on va avoir encore un moment d'échange. S'il vous plaît. De causes sociales qui, à un moment, fait qu'effectivement, on verse dans la délinquance. Dernière chose que je voudrais dire, c'est sur l'information. Bien sûr, un élu, il doit être informé de ce qui se passe sur sa ville. Cela dit, moi, je ne suis pas sûr, comme je disais dans la première partie, un élu n'est pas un juge. Je ne suis pas sûr que l'élu a besoin de connaître toutes les réponses pénales qui soient. À Clichy, il y a eu un fait divers pareil, très, très douloureux, où il y a un père de famille qui a été poignardé par un marginal qui sortait d'hôpital psychiatrique, psychotique, etc., qui l'a tué. Voilà. Et le maire a dit « c'est inadmissible, il était à l'hôpital psychiatrique, pourquoi je n'ai pas été informé qu'il sort ?» Et alors, il aurait été informé que le gars sort, ça aurait changé quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce que le maire a plus de pouvoir que les médecins. C'est le maire qui décide. Alors là où on va, si le maire et l'élu doit être celui qui décide pour l'hôpital psychiatrique, doit être celui qui décide pour les délits et tout ça, on marche sur la tête.
On n'est plus dans une démocratie de droit.